Alors, rebonjour tout le monde. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. Je suis le directeur général de Fierté littéraire et il me fait un très, très grand plaisir de recevoir un autre auteur à vous faire découvrir. Alors, pendant cette prochaine discussion, nous allons rencontrer Dan Lelièvre. Alors, je vais lire la biographie qu'il m'a proposée. Je la trouve très drôle, j'aime beaucoup. Dan est un jeune auteur montréalais de 60 et quelques années. Ah. Moi, je dis toujours que j'ai 40 et 20, ça fait pareil. Originaire de Québec, séropositif depuis 38 ans. Il a animé des groupes de soutien avec des personnes séropositives au VIH dans des centres communautaires. Les problématiques de stigmatisation et du dévoilement sont donc au cœur de son travail d'observation en tant qu'auteur. Il vient tout juste de publier un roman choc disponible sur le web et dont la version papier sortira en mars, qui raconte un peu les retombées psychosociales qui surviennent chez certains survivants de la Première Guerre, celle du sida, comme il se plaît à nommer cette période. Et ce, en regard de toutes les circonstances actuelles, notamment la fameuse crise autour de la consommation du cristal meth, entre autres, ainsi que les problématiques de dépendance au web et surtout la solitude urbaine et les liens humains difficiles à maintenir. C'est d'abord et avant tout une tentative de réconciliation entre le passé et le présent, entre deux frères, comme deux frères séparés à la naissance et qui ne se seraient jamais reparlé depuis, raconte-t-il. Un roman noir, mais surtout plein de lumière, sous le signe de la résilience. Étudiant en littérature au début des années 80, il publiait un feuilleton dans un journal gay à l'époque sous format tabloïd, au rythme d'un épisode par mois, le billard mystérieux, racontant les aventures d'un agent secret gay aux prises avec un gang dont l'action se passait principalement dans la taverne Bellevue. Il a œuvré par après et surtout dans la sphère des interventions sociales et même de l'activisme au sein de la communauté des personnes vivant avec le VIH. Wow! Toute une feuille de route. Alors, Dan, bonjour. Bonjour. Je pense que d'entrée de jeu, puisque le livre de Dan n'est pas disponible sur les tables, il va vous en lire un petit extrait, puis on revient avec ça. Tout petit. Tout petit. Il y a des murs entre moi et les êtres, des murs entre moi et moi. Et il n'y a pas de mur aussi entre toi et moi, mon frère. Du moins, je le voudrais bien. Il arrive qu'un plus 2 donne 3, en théorie, mais qu'une fois atteint le dit nombre 3, cela finit par donner 3 moins 2, et que 2 moins 1 donne 1. Ce sont des mathématiques humaines qui nous ramènent à zéro, inexorablement. Bien que toutes nos aventures nous donnent la curieuse impression que nous sommes vivants, ce ne sont souvent que des succédanés de véritables rencontres, animales ou pas. La plupart du temps, Thomas, on se retrouve presque toujours seul, dans les restos, à plier méthodiquement le napperon à la fin de chaque repas, à emboîter les petites capsules de crème les unes dans les autres, puis enfoncer le petit sachet de sucre déjà plié, froissé, les insérer dans les espaces vides, faire des origamis avec les serviettes de papier, comme cela, pour rien du tout, tel un rituel de départ, instinctif, signifiant que le moment est venu, à nouveau, de se replier sur soi, de ressortir du resto, non sans avoir payé la facture, et surtout, non sans avoir ressenti à nouveau cette fracture au fond de soi, cette déchirure d'avec le monde réel. Quand j'aurai fini par percer la coquille de mon désarroi, peut-être pourrais-je un jour ressentir toute la proximité amoureuse de la vie autour de nous, cette foutue présence quasi sereine et tumultueuse des âmes vivantes, les plantes et les animaux du réel retrouvé. La matière noire, mon frère, c'est transparent et on ne la voit pas. Il faut toute cette quantité de noirceur autour de nous pour supporter la présence de ces petits points lumineux dans le ciel et partout qui tourbillonnent comme des lucioles en ellipse et en spirale. Tu sais, ces petites lumières lointaines nous provenant du passé.
Mais vivre, oui, vivre, Thomas. Bien viser la noire avec sa boule blanche. Elle a laissé tomber dans un trou si profond qu'il ne laisse apparaître à nos yeux que le noir. Sauter dans l'inconnu, dans une grosse piscine joyeuse avec des vagues et pouvoir surfer sans trop se soucier du mauvais temps, avoir un rendez-vous sous-marin avec la rage de vivre. C'est tellement bon de se baigner sous une pluie torrentielle, sous un orage, un orgasme ou une orage dans l'infini. Wow, bravo! Avant d'aller dans tout le processus d'écriture, il y a quand même quelque chose d'important que dont j'aimerais qu'on parle à ce moment-ci. Hier, on a reçu Yannick Villedieu qui a publié le fabuleux livre Le deuil et la lumière qu'on a en vente ici, qui raconte les 40 ans d'histoire du VIH, du sida, en tant que journaliste. Toi, tu écris un roman en tant que personne vivant avec le VIH, puis c'est un portrait de l'intérieur que tu nous fais. Alors, qu'est-ce que qu'une personne comme toi qui vit avec le VIH peut raconter sur ce phénomène, sur cette maladie-là, que quelqu'un, un scientifique, un journaliste ne peut pas faire? Ben, en fait, tu viens de le dire, c'est de l'intérieur. C'est même un portrait qui est fait avec du sang, avec un corps. C'est pas seulement, tu sais, une personne VIH, c'est pas seulement une personne qui serait comme une éprouvette, qui se promène avec deux pattes, puis qui serait comme une statistique. C'est même pas aussi un label, tu sais, comme aujourd'hui on dit indétectable, mais ça veut dire aussi être invisible, tu sais. Ça veut dire être en dehors du discours officiel. Ça veut dire il y a une part d'ombre qui a été cachée. En fait, c'est bien. Là, le virus du VIH, on est content des avancées scientifiques et tout ça. Mais moi, ce n'est pas ce que je voulais raconter. Je voulais raconter le drame d'une personne qui essaie de se remettre en question et qui redéfinit son présent à partir d'un passé qui l'aide à comprendre qu'il a toujours été fort. Mais en même temps, il y a un sentiment de perte de sens. À partir du moment où on nomme plus sa réalité, la réalité intrinsèque de la personne qui vit avec ça, on est dans le non-sens. On est dans un univers de noirceur. Lui-même est tombé. C'est un personnage qui n'est pas représentatif de tous les séropositifs. Ce n'était pas ça le but. Ce n'est pas un manifeste, c'est surtout un truc à saveur même métaphysique. C'est une rencontre du narrateur avec lui-même. Il parle à son frère, mais son frère il est absent du livre. C'est un frère fantôme. Il est constamment en soliloque, mais il se raconte à lui-même et au fantôme des vivants, le lecteur, qui est obligé de prendre position, à savoir s'il va aller dans la bonne direction ou pas. Mais moi, comme auteur, je lui donne tout mon amour et je le laisse aller dans une parole libre et crue. En fait, pour avoir lu ton roman qui s'appelle Indétectable avec le S, entre parenthèses, pour l'avoir lu à plusieurs reprises, ce n'est pas un texte... je pense que ce n'est pas un texte de divertissement. C'est vraiment un texte qui dérange, qui nous remet en question comme lecteur. C'est voulu. Ouais. C'est des coups de poing dans des murs invisibles. Ouais. C'est comme des gauches et des droites. Mais le narrateur veut toujours être au centre de sa vie. Il ne veut plus avoir à choisir entre la gauche et la droite de son cerveau. Il veut se réunir, se réunifier. Je sais que je te pose des questions que je t'ai déjà posées dans le passé, parce qu'on a travaillé quand même sur la publication de ce roman. Est-ce que tu considères ton roman comme un roman auto-fictif? Est-ce qu'il y a une grande partie de toi et de ton combat? Parce que je veux quand même le dire que Dan a été
dans les combats, dans les premiers combats des luttes pour obtenir des traitements, pour obtenir une reconnaissance en tant que personne vivant avec le VIH. Est-ce que ça, c'est quelque chose est-ce qu'on te retrouve dans ce roman? Oui, mais dans la dimension métaphysique. Moi, je suis quelqu'un de très... qui intériorise beaucoup les choses et qui essaie de donner des sens à des choses qui n'en ont pas. Puis souvent, qui fait des jonctions entre même dans la même page, tu pourrais retrouver une citation de Proust, puis ensuite, tout de suite après, te retrouver dans Mr. Robot. C'est comme, pour moi, tout est possible dans la narration. C'est un espace de liberté, mais ça me ressemble. C'est la liberté que moi, j'ai acquise au fur et à mesure des obstacles que j'ai franchis. Mais tout n'est pas rose. Mais en même temps, tout sert à renforcer l'être humain dans sa dimension épique. Il y a un côté épique. C'est presque une épopée. Il y a des morceaux de bravoure, des longs one take là, que j'ai écrits un peu à la façon de Miles Davis, là, qui rentre en studio. Bang! Ça sort. Puis après ça, je mettais ça de côté. Puis après ça, j'ai agencé. En fait, j'ai travaillé autant sur le montage que sur le texte. Oui, parce qu'il y a quand même tout un travail au niveau du montage, au niveau aussi, lorsqu'on le lit en numérique, il y a des liens qui nous permettent d'aller voir des chansons, des trucs sur lesquels tu te réfères. En fait, ils ne sont pas là pour rien. Hein. C'est comme les cicatrices, les entailles dans le corps du texte, parce que c'est comme des blessures de guerre. Mais c'est des références postmodernes, mais elles ne sont pas là pour rien. Et même souvent, elles commentent le texte. Et j'aimerais quand même aussi, parce que c'est important d'en parler, tu as connu les pires années du VIH, contrairement à moi. Mon diagnostic est arrivé en 2004. On avait déjà les médicaments, mais tu as connu les pires années et maintenant peut-être des années moins pires, si on peut dire. Comment tu trouves la différence entre les deux? Là? En fait, c'est ça qui a déclenché le questionnement, en fait. Oui. C'est que pendant les années qui étaient censées être les pires pour moi, c'était pas les pires. Parce que j'étais dans l'action, j'étais à la guerre, j'étais au front. Alors, quand on est au front, on n'a pas le temps de faire ça. Puis c'est un peu comme les soldats qui reviennent. C'est après, c'est le clash. Quand tout s'est mis à aller bien, il y a eu comme une résurgence que moi j'ai appelé un syndrome post-traumatique. Ça m'appartient, mais ça appartient à bien des gens que j'ai connus. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé à écrire là-dessus, parce qu'il n'y avait rien qui se disait. Parce que moi, quand j'ai commencé à figurer quoi écrire, là, ça fait au moins 7-8 ans. Hein, ça a été un long processus, parce qu'en plus, il a fallu que je me batte là, pour avoir trouvé une maison d'édition. J'ai fini par me ramasser avec un éditeur parisien qui publie des versions électroniques. Mais ici, c'est un sujet un peu tabou, là, on s'entend, là, avec un langage assez cru. Oui, il faut dire que oui, mais c'est pas inutilement cru. Là, non, ça m'a pas dérangé. C'est pas pour ça. Hein. C'est cru parce que la réalité est crue. Oui. Et en fait, je vais citer quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, mais c'est une personne vivant avec le VIH que je côtoie qui me dit, qui est dans les mêmes âges que toi, puis qui me dit, quand j'ai eu mon diagnostic, on m'a dit, prépare-toi à mourir. Puis finalement, les médicaments sont arrivés, puis on dit, maintenant, il faut que tu te prépares à vivre, hein, faire le deuil de la vie, puis le deuil de la mort. Et il y a maintenant tout un combat de ces personnes, puis même des personnes plus récentes de diagnostic de, c'est beau, là, on est indétectable, donc intransmissible, mais on ne veut pas être invisible non plus. En fait, c'est ça la difficulté actuellement, surtout pour un activiste comme moi, qui a toujours été dans l'action. Ça m'a donné, c'est comme le débat a dévié sur autre chose. On n'était plus dans l'air du temps. Là, on l'est peut-être un peu plus, là, parce qu'on parle de vieillissement, puis ça commence à résurgir. Ouais. Mais moi, quand j'ai commencé à idéaliser ce texte-là, c'était comme une période creuse. C'est comme si on était la génération X du sida. Ouais. On était devenus des invisibles parce que c'était, en fait...
toutes les causes sont bonnes, mais la cause que, en fait, moi, ma vraie cause, c'est la littérature, il faut s'entendre. Ce n'est pas un manifeste, mais ça rend compte de quelque chose qui s'est passé. D'ailleurs, le sous-titre veut dire quelque chose aussi. Il y a un sous-titre un peu bizarre, là, mais qui veut dire justement la chose. Comme toi un peu, oui. Ouais. Un peu bizarre. Ben, en fait, qui dit ce qu'il a à dire. C'est le jour où le sperme de vieux pause est devenu vintage. C'est-à-dire ce moment où est-ce que tout est devenu comme obsolète, comme si le sperme d'une personne séropositive se retrouvait sur une tablette. D'ailleurs, il y a un personnage emblématique de la société de consommation qui collectionne des condoms avec du sperme vintage. Et c'est un peu un genre de mix entre American Psycho puis toutes sortes de références postmodernes. Mais j'ai pas trouvé ça dans l'éther. J'ai rencontré des gens. Je suis allé sur le terrain. Il y a une expérience un peu à la Gonzo. Là. Je me suis mis en situation de prise de risque où j'ai rencontré des gens qui s'injectaient. Et j'ai déjà vu quelqu'un collectionner des condoms avec de l'urine, puis qui mettait dans son congélateur. Oui, à chacun, c'est... Comme un columbarium. À chacun, ses fantasmes, mais on va faire attention alors qu'il est là, il y a des enfants à la maison. Non, c'est pas... D'ailleurs, le sujet, c'est pas ça. C'est pas les fantasmes, c'est ni la noirceur. C'est quelqu'un qui est constamment en train d'essayer de résurgir entre l'ombre et la lumière, puis qui essaie de réunifier toutes ces choses-là. Parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà. Bien, j'aimerais qu'on parle justement de ce processus. D'abord, comment t'es venue l'idée... écoute, on est deux personnes qui écrivent et deux personnes qui vivent avec le VIH. Mais toi, comment ça t'est arrivé, cette idée qu'il faut que j'écrive? Comment c'est arrivé? En fait, j'ai pas eu le choix. C'est comme le sujet m'a choisi. En fait, un jour, j'étais chez moi, puis j'ai reçu sur Facebook un post d'un ami qui était à Paris, puis qui venait de visiter une exposition, puis qui m'a envoyé la reproduction d'un tableau de Van Gogh, et qui dit en commentaire « Ça me fait penser à toi ». Et là, tout de suite, j'ai eu cette impression-là, parce que j'avais des idées en tête, là, mais je n'avais pas encore trouvé la porte d'entrée dans cet univers-là. Et là, tout le tableau représente Eugène Bosch. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, là, mais c'est un poète amaigri qui est debout. Puis Van Gogh a choisi de ne pas le peindre dans un décor de sa chambre. Il a peint l'univers en arrière, il a peint les étoiles. Et le personnage éclaire la nuit par sa présence. Et donc, c'est un symbole de résilience. Et moi, tout de suite, je me suis mis en face à face avec ce tableau-là. Et je me suis dit, ça y est, j'ai pas le choix. Il faut que je raconte pourquoi j'ai pas envie de ressembler toujours à cette personne-là. Et pourquoi aussi ça fait partie de moi. Cette résilience-là, c'est la fragilité, la sensibilité d'une personne en devenir, constamment en métamorphose. Parce que, tu sais, on est dans la période où tout le monde se pose la question là, sur l'identité de genre, la fluidité des genres. Bien, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Un séropositif, c'est pas toujours pareil. C'est fluide, ça. C'est toujours en constante métamorphose. On est toujours en contact avec l'instant présent et on se réinvente ou on se raconte une histoire, comme tous les humains d'ailleurs. Moi, ce que j'ai remarqué le plus, quand les gens me parlaient autour de moi, de leurs petits tracas ou même de leurs grands succès, c'est qu'on réinvente le passé à mesure de son instant présent, c'est-à-dire on donne la couleur de ce qu'on veut bien nous dire. En même temps, c'est une force parce que c'est là où on puise le courage, souvent dans les événements antérieurs, puis on les ramène à soi pour se donner du courage pour continuer à vivre le présent.
Il nous reste 5 minutes, mais j'aimerais Oui. quand même que tu me parles de ce processus. Je veux qu'on termine aussi avec les maisons d'édition. Alors, le processus, ça a pris plusieurs années. Je pense que je t'ai toujours connu avec ton ordinateur dans la main en train de réviser ton manuscrit. Oui, ben, parce que j'avais ce souci-là d'avoir la parole juste. Puis aussi, parce que c'est un processus organique, hein, tu ne peux pas aller en profondeur si tu fais pas l'exercice de laisser du temps au temps. J'avais ce luxe-là. Là. Tu sais, je comprends que certains sont liés avec des contrats d'édition et tout, mais moi, j'avais pas ça en tête. J'avais le luxe de prendre le temps, de laisser monter les choses, de bien les placer. Il y a beaucoup de matériel qui a été mis de côté. Il y a eu beaucoup de travail de montage, mais il y a eu surtout un temps où est-ce qu'il fallait que je trouve les bonnes personnes pour pouvoir éditer. Et ça a pris quasiment autant de temps que l'écriture elle-même. Justement, je sais, j'ai fait partie de cette partie de ta vie où on a cherché des maisons d'édition, des refus continuels. Comment t'expliques ça, toi? Ben, peut-être parce que c'est les lignes éditoriales des maisons d'édition. Hein. Peut-être que les gens n'étaient pas outillés pour peut-être assumer le texte. Ouais. Parce que c'est un texte qui parle par lui-même de quelque chose qui appartient pas à tout le monde, mais en même temps, il y a tellement une portée universelle. Moi, les commentaires des lecteurs que je reçois présentement, c'est que ça parle à tout le monde. C'est tout le monde peut se refléter là-dedans, même si on n'a pas été séropositif, même si on n'a jamais consommé. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est un voyage au cœur d'un temps psychologique. Tu sais, c'est très humain. C'est très humain de vouloir se sentir intègre. C'est un voyage d'intégrité. Tu sais. Bien, Dan, c'est à peu près tout le temps qu'il nous reste. Un petit dernier mot, peut-être nous dire comment on peut se procurer ton livre, parce que présentement, il est en version électronique, là, c'est ça? Oui, ben en fait, moi, je vous encourage à lire la version électronique parce qu'il y a des liens URL qu'on peut cliquer. Mais par contre, je sais très bien que tout le monde attend la version papier. Mais faites-vous-en pas, là, les liens vont être là pareil, même si vous ne pourrez pas cliquer, parce qu'ils font partie intégrante du texte. Ils représentent quelque chose. Alors, il est disponible dans toutes les librairies numériques présentement, c'est-à-dire leslibraires.ca ou amazon.ca. Il faut juste pas oublier la parenthèse qui est très importante parce qu'il y a plusieurs façons d'être indétectable dans le livre. Je vous laisse découvrir, justement. Je ne veux pas vendre tous les punchs. Il y a un personnage qui est vraiment, qui fait des trucs sur le dark web. C'est une manière de se rendre indétectable aussi. Donc, c'est pas mal tout ce que je peux dire. Mais la version papier sera lancée le 30 mars, c'est-à-dire le jour de ma fête, puis aussi le jour de la fête de Van Gogh, étant donné qu'il y a beaucoup de chiffres 30 dans cette aventure. Et moi, j'aurai 65 ans quand le livre sortira. Et tu auras droit à la pension de vieillesse. Bon. Oui, ben, c'est ça, entre autres. Mais ce n'est pas très important. Non, Dan Lelièvre, je te t'inquiète. Alors, c'était Dan Lelièvre, l'auteur du livre Indétectable, entre parenthèses avec S, disponible sur leslibraires.ca, toutes les bonnes librairies, mais je vous recommande d'aller voir les indépendants plus possible. Merci beaucoup. Et on se revoit tout à l'heure avec Gabrielle Bouliane-Tremblay. Oui, vous m'avez distrait, là, juste devant la caméra. Alors, on se revoit tout à l'heure avec Gabrielle Bouliane-Tremblay au même endroit, même heure, même poste. À tout de suite.